Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Affaire Farba Ngom, le ministre de la Justice réagit pour Ousmane Ngom refuse de parler de relance politique dans cette affaire. Et puis, sécurité routière, le Sénégal bénéficie d'un plan avec comme objectif lutter efficacement contre les accidents de la route. Le projet est porté par l'ANASER. La campagne de commercialisation de l'arachide à Touba, le regroupement des acteurs de l'industrie agroalimentaire déplore l'absence de financement qui plombe leurs activités et ses membres interpellent les autorités. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La classe politique endeuillée avec le rappel à Dieu du professeur Madior Diouf, l'universitaire et homme politique était âgé de 86 ans. Il était le secrétaire général du Rassemblement national démocratique. Madior Diouf était également ancien ministre de la Culture sous Abdoulaye Wade dans le gouvernement de Moustapha Niasse. En 1993, l'homme politique s'était même présenté à l'élection présidentielle. Madior Diouf également était un admirateur de Cheikh Anta Diop. Il divulguait ou bien il faisait en sorte que les pensées de Cheikh Anta Diop soient enseignées. Madior Diouf, homme politique, a été rappelé à Dieu. Parlons tout à fait d'autre chose. Le ministre de la Justice s'est prononcé sur la procédure enclenchée contre Farba Ngom. Ousmane Diagne refuse de parler de relance politique, mais il reconnaît qu'il existe des contraintes procédurales. Ousmane Diagne est interrogé par Elisabeth Grastine. Nous sommes dans le cadre d'une procédure pénale. Vous le savez, la procédure dont vous parlez résulte d'un rapport de la CENTIF. Vous savez, les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur de la République. Directement. C'est dire donc que l'autorité politique que je représente quelque part dans le fonctionnement de la justice n'a absolument rien à y voir. Et au terme de la loi de 2004 sur le blanchiment des capitaux, le procureur de la République a l'obligation légale de saisir immédiatement le juge d'instruction. En l'espèce, c'est la qualité de la personne mise en cause et que vous venez de citer qui, évidemment, entraîne ces contraintes procédurales que nous nous efforçons de respecter justement pour préserver cette légalité qui nous préoccupe tant. Bon, cela dit, voilà. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, réagissait lors de la conférence nationale des chefs de parquet où il était question de surpeuplement carcéral, mais également les longues détentions. Le ministère de la Justice et les procureurs réfléchissent sur un plan. Le bureau d'exécution des peines va jouer d'ailleurs un rôle majeur dans ce cadre avec le déploiement du bureau au niveau national. Des efforts restent à faire en ce qui concerne cependant le recouvrement des amendes qui s'élèvent à plus de 3 milliards de francs CFA. N'est-ce pas, Elisabeth Grastine? Le ministère de la Justice et les chefs de parquet ont décidé cette année de s'entretenir sur le thème redynamisation des bureaux d'exécution des peines et la problématique de la surpopulation carcérale. Un thème qui est toujours d'actualité selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est un bon fonctionnement de ce service qui permet effectivement aux décisions de justice d'être exécutées. Évidemment, il y a par ailleurs la réponse au problème de la surpopulation carcérale, qui est un problème réel, parce que comme on l'a déjà dit, cette population croît de façon inquiétante et il est tout à fait normal, il est tout à fait impératif même de devoir y apporter les réponses appropriées. L'exploitation des statistiques récentes a prouvé qu'il y a beaucoup de défis à relever. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, révèle que les amendes non recouvrées
rien qu'au tribunal de grande instance de Dakar, sont estimés à plus de 3 milliards de francs CFA. Les études récentes, sous mon autorité, effectuées par la direction des affaires criminelles et des grâces, révèlent en effet que rien qu'au tribunal de grande instance de Dakar, le montant des amendes prononcées entre 2022 et 2024 et non encore recouvrées s'élève à plus de 3 milliards de nos francs. Un plan de travail annuel est établi pour relever les défis actuels. Le directeur de la direction des affaires criminelles et des grâces liste les actions prévues par la tutelle. Dans le cadre de l'élaboration du plan de travail annuel 2025, l'action a été mise sur le renforcement des capacités des bureaux d'exécution des peines par le déploiement de nouveaux outils numériques et la standardisation des procédures, mais aussi sur l'amplification des mesures d'aménagement des peines. En effet, le déploiement d'un plan opérationnel de mise en œuvre des BEX est envisagé avec l'installation de nouveaux bureaux à travers tout le territoire national, le développement d'une application de gestion des procédures d'exécution des peines et la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation. La conférence nationale des chefs de parquet est une rencontre annuelle. Cette année, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, l'inscrit dans la lignée des ambitions du président de la République qui veut une justice indépendante et capable de garantir les libertés fondamentales et l'équilibre social, sans oublier la mobilisation des ressources et la sauvegarde des deniers publics. Et puis, cette information, 2 cas de crime de la fièvre de Crimée-Congo détectés à Birkilan, dont un mort. Une alerte donc des autorités sanitaires. 2 cas donc de Crimée-Congo ont été détectés à Birkilan. Une personne est décédée à la suite donc de cette maladie. La Crimée-Congo fait donc son entrée au Sénégal. Nous allons y revenir en large avec notre correspondant permanent à Kaffrine, Boubacar Fall Bop. Lancement des concertations nationales pour la réforme du service public, avec comme objectif rétablir les liens de confiance entre l'administration et les citoyens. Le ministre de la fonction publique va faire en sorte que l'administration soit dynamique, mais également capable de répondre aux défis. Olivier Boukal est ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Il est ici au micro de Ndeye Alifal. Vous me permettez de rappeler que ces journées-là rentrent dans le cadre global donc, des réflexions qui sont menées au niveau du ministère de la fonction publique, puisque nous sommes chargés de la réforme du service public. Ce jour aussi constitue en tout cas un pan important dans la réforme des services publics, puisqu'il faut un agenda également à l'image donc de l'État qui a un agenda de transformation. Le ministère de la fonction publique a besoin aussi d'avoir un agenda de transformation du service public. C'est pourquoi ce jour constitue un pas important qui va réellement conduire vers la constitution de ce parchemin qui va servir donc de document de base ou je vais dire même un livre de chevet pour tout fonctionnaire en matière donc de transformation du service public. L'administration, il faut le rappeler, est marquée par beaucoup de problèmes liés notamment aux lenteurs administratives, aux lourdeurs de ces procédures, mais également à des processus vraiment chronophages, ce qui explique réellement des difficultés de nos concitoyens qui peinent réellement à avoir accès à un service public beaucoup plus proche, beaucoup plus efficace et surtout pour l'efficacité de la dépense publique. C'est pourquoi aujourd'hui il est important et il urge d'engager des réflexions sérieuses sur le service public pour voir comment amorcer réellement une feuille de route très claire qui va servir de base pour le travail à venir.
Je le disais en titre, le Sénégal devient le premier pays d'Afrique francophone à bénéficier du plan de sécurité routière en 10 étapes avec l'appui de la Banque mondiale. Le projet est piloté par l'ANASER et l'AGEROUTE. Objectif, lutter contre les accidents de la circulation avec l'implication des acteurs du secteur. Satou Diba et Cheikh Tidiane Diouf. Les évaluations ont montré que près de 700 000 décès et blessés graves ont été évités grâce à cette méthode. Le Sénégal, premier pays d'Afrique francophone à bénéficier du projet de mise en œuvre du plan de sécurité routière en 10 étapes, s'engage dans la lutte contre les accidents de la circulation, selon Boubacar Diop, secrétaire général de l'ANASER. Ce projet est initié, comme ça a été fait récemment en Tanzanie. Aujourd'hui, c'est le lieu de dire que c'est le Sénégal est le premier pays d'Afrique francophone à bénéficier de ce projet. Il est initié pour parvenir à mettre en place un programme qui va nous aider à réduire le nombre de décès et de blessés graves. Ce programme qui a été initié, en tout cas la méthode de classement par étoile des infrastructures routières qui a été initiée dans le monde a permis de réduire le nombre de décès de près de 700 000, sur près de 10 ans, entre 2014 et 2024. Avec l'appui de la Banque mondiale, les résultats obtenus seront optimisés et pris en charge par l'AGEROUTE, affirme notre interlocuteur. Les résultats qui ont été obtenus à travers de cet audit, c'est déjà de mettre à niveau les imperfections qui ont été notées sur les routes, telles que la signalisation verticale, telles que la signalisation horizontale, les dispositifs de retenue qui existent sur la route. Et tout ça là qui a été constaté seront pris en charge par l'AGEROUTE. Il y a des imperfections aussi qui sont notées sur la géométrie de la route. Tout ça sont inscrits dans le rapport, dans les recommandations de l'audit qui a été effectué, et l'AGEROUTE mettra en œuvre ces recommandations-là avec le concours de la Banque mondiale qui a voulu financer un avenant. Le lancement, l'installation du comité de pilotage, l'identification des enjeux et l'évaluation des besoins constituent les 4 premières étapes parmi les 10 plans. Donc les 10 étapes, si on rentre dans le détail, ça va être long, mais par exemple les 4 premières étapes, dont déjà aujourd'hui c'est une étape, c'est le lancement et c'est l'installation du comité de pilotage qui est multisectoriel, qui regroupe les secteurs de la route, mais aussi les secteurs de l'intérieur, de la police, la santé, tous. Et donc, les 4 premières étapes, c'est déjà d'établir les besoins, de vérifier la problématique, de revoir un peu quels sont vraiment les enjeux. C'est à peu près 4 étapes dans lesquelles les experts travaillent. Cette initiative réunissant les différents acteurs du secteur des transports vise à réduire efficacement les accidents de la circulation. Pendant ce temps, le regroupement des acteurs de l'industrie agroalimentaire de Touba fait face à plusieurs difficultés en cette période de campagne de commercialisation arachidière. Le président du RASIAT pointe du doigt l'absence de financement. Ousmane Diakhaté et compagnie invitent les autorités à appuyer davantage les acteurs de l'industrie agroalimentaire. Gorandaklo et Baïsek. En cette période où la campagne de commercialisation arachidière bat son plein, le regroupement des acteurs du secteur de l'industrie agroalimentaire de Touba liste 6 mots pour répondre aux attentes des nouvelles autorités. Ousmane Diakhaté est le président du RASIAT. Notre problème majeur est l'accès au financement pour la collecte des graines qui demande un fonds de roulement conséquent. Nous avons constaté la volonté de l'État à travers le fonds JIP et l'ADER qui ont signé des conventions avec les institutions financières comme la BND pour le financement des paiements. Cependant, toutes nos demandes au niveau de ces institutions financières sont restées sans suite jusqu'à présent. Nous rencontrons aussi des difficultés pour la commercialisation de l'huile, puisque nous ne disposons pas encore de raffinerie pour le raffinage de l'huile ségale. C'est dans ce cadre où nous attendons le ministère en charge du commerce et de l'industrie
pour la mise en place d'une plateforme entre huiliers artisanaux et industriels pour le raffinage de l'huile au moment où nous assistons à une flambée des prix de l'huile de palme et un risque même de pénurie sur le marché. Concernant la compétitivité de l'huile d'arachide sur le marché local, les acteurs de l'industrie agroalimentaire de Touba sollicitent l'appui de l'État du Sénégal. Si on discute avec les acteurs, si l'État fait ce qu'il a à faire en termes d'exonération, en termes sur la TVA, en termes de facilité d'accès à l'énergie, tout ça, je pense que pour faire que l'huile d'arachide puisse être compétitive, puisse être en mesure d'être compétitive par rapport aux autres huiles. Parce qu'il faut aussi défendre le consommateur. En tout cas, nous, au niveau du Rasiat, on a la capacité technique de produire 25% de nos besoins en huile. Mais tout ça demande un accompagnement et demande des mesures d'accompagnement pour que cette huile-là puisse être abordable pour le consommateur. À Touba, plus de 80% des unités de production d'huile ont baissé rideau. Une situation due selon le Razia à l'inaction des autorités gouvernementales. Gorandaklo, en 6 mois, la lutte contre le trafic illégal de bois en Casamance a conduit à l'arrestation de 74 personnes et des saisies d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Les autorités forestières, en collaboration avec les forces armées, intensifient leurs efforts pour contrer ce fléau. Hassan Ba et Daouda Sambou. La déforestation illégale en Casamance atteint des proportions inquiétantes, obligeant les autorités forestières à intensifier leurs efforts. Entre juin 2024 et janvier 2025, les services des eaux et forêts de Ziguinchor ont mené une opération de grande envergure, aboutissant à des saisies importantes. Ce lot de saisies est composé de 114 billons de teck qui ont été saisis dans l'arrondissement de Niaguis, mais aussi dans l'arrondissement de Niassia. Mais aussi, il y a des planches et des tecs chiffrés à un nombre de 314 planches et plateaux. Mais aussi, des lacs de rogniers ont été saisis au nombre de 214. Le matériel utilisé par les trafiquants a également été confisqué. Un nombre de 15 tricycles ont été saisis, mais aussi des vélos, des motos Jakarta qui servaient de transport au personnel au niveau des points de coupe, mais aussi un nombre important de tronçonneuses ont été saisies, des coupes-coupes, des haches aussi. Mais aussi dans le transport de ces produits forestiers aussi, illégaux, 2 véhicules ont été aussi saisis. En outre, plusieurs personnes impliquées dans ces activités criminelles ont été arrêtées et remises à la justice. Le nombre de personnes arrêtées, 74 personnes, ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice. Le lieutenant-colonel Montmarseille, inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor, souligne la difficulté de cette lutte, en particulier dans le contexte casamancé. Et le trafic international qui est beaucoup plus difficile à endigué par le service des eaux et forêts compte tenu donc de la modicité des moyens qui sont à notre disposition, mais également compte tenu du contexte sécuritaire que j'ai évoqué tout à l'heure. Au niveau, par exemple, de la zone, de la partie nord du département de Bignona, donc la partie frontalière avec la Gambie, est une zone qui aujourd'hui est difficile d'accès compte tenu du risque que cela représente pour nos agents. Malgré ces défis, le soutien des forces armées de la zone militaire numéro 5 et de la Légion Sud s'avère crucial dans cette lutte. Avec des saisies évaluées à plus de 300 millions de francs CFA, ces efforts concertés illustrent l'importance de préserver la forêt casamançaise, un patrimoine naturel mis en péril par l'exploitation illégale. Suite à un accident qui a coûté la vie à un enfant âgé de 2 ans, à Rufisque Nord, les autorités ont suspendu certaines gares routières de la commune. C'est pour permettre aux usagers de se déplacer en toute sécurité. Le maire, de son côté, promet de trouver une solution d'ici la fin de la semaine. Il s'appelle Hassan Kassé. Il est interrogé par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Il y a un accident qui s'est produit à Dangu Sud, occasionnant mort d'homme. Et quand il y a mort d'homme, il est de notre devoir en tant qu'autorité de prendre des mesures. Et la mesure immédiate qu'il fallait prendre, c'est de suspendre le garage. Et on sait que ce garage-là
est le plus grand garage de la commune de Rufisque Nord, parce que pratiquement toutes les populations de la commune de Dar Rahman utilisent ce garage-là pour venir à Dar Rahman. Et quand on a suspendu, les chauffeurs se sont déplacés pour discuter avec nous. Hier, moi j'ai discuté avec les chauffeurs. On a tenu une réunion le lundi avec le préfet. On espère que des solutions rapides seront trouvées pour régler le problème définitivement. Parce qu'il faut une solution globale. Le problème des garages, parce que la commune de Rufisque Nord, c'est la réalité, hein, finalement, et la porte d'entrée du département de Rufisque, à cause du terre. Toutes les populations, pour se déplacer à Dakar, prennent le terre. Et l'une des gares, ou donc les deux gares les plus importantes du terre qui sont à Rufisque, sont dans la commune de Rufisque Nord. Naturellement, les garages pullulent autour de ces gares-là. Et là, on est en train de nous organiser pour régler le problème. Je pense que d'ici aujourd'hui, demain, au plus tard de la fin de cette semaine, on va trouver une solution. Hassan Kassé, maire de la commune de Rufisque Nord, réagissait suite donc à une cérémonie de remise de clés de 2 salles de classe et d'un bloc administratif de l'école élémentaire Darou Rahman 2. La commune a injecté au moins 24 millions de francs CFA pour la réalisation de ce projet. Hassan Kassé, maire de la commune de Rufisque Nord, est toujours au micro de Babacar Seck. On représente les populations. Et dans les compétences transférées, on nous a demandé de travailler dans l'éducation, mais d'accompagner. On ne nous a pas demandé de construire des salles de classe. Mais depuis qu'on est là, on a inauguré 17 salles de classe. Et je pense que si vous faites le tour du Sénégal, une commune qui a construit 17 salles de classe, on en compte. Comme disait l'autre, on peut chercher, mais il sera difficile d'en trouver. Mais ici, dans la commune de Rufisque Nord, on l'a fait. On a construit 17 salles de classe. C'est pourquoi on demande au ministère de l'Éducation nationale de prendre en charge cette école-là. C'est une création, une nouvelle création. On est en train de faire des efforts pour construire. Il faut l'accompagnement de l'État, il faut l'accompagnement du ministère. On a mis après 24 millions pour les 2 salles de classe, le bloc administratif. Je pense que c'est après le budget. Nous, nos salles de classe, on les construit aux normes. En réalité, on construit, on met le dallage, on met le carrelage. Et vraiment, c'est des salles de classe vraiment de dernière génération. Et on prévoit de construire à hauteur. Je dis à mes entrepreneurs que les fondations que vous nous faites, faites en sorte que ce soit des fondations qui puissent permettre d'accueillir au moins 2 salles en haut. Parce qu'on veut construire en hauteur, parce que l'espace n'est pas assez grand, on veut l'optimiser. La mission médicale chinoise a choisi cette année l'hôpital pour enfants de Diamniadio. C'est dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine. La structure sanitaire a reçu un lot de matériel et des médicaments d'une valeur de 40 millions de francs CFA, selon la directrice de l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Ce don va participer à la prise en charge correcte des enfants malades. Elle s'appelle Mamfam Dian. Nous l'écoutons au micro de Babacar Seck. Qui est en train de prendre son envol. Parce que ça prend son envol dans la mesure où cette mission était déjà localisée et installée au niveau de l'hôpital de Pikine et qu'actuellement ils sont venus donc s'installer au niveau de l'hôpital d'enfants de Diamniadio depuis 2 ans. Et par la suite, nous avons eu à signer une convention, un partenariat avec l'hôpital de la province du Fujian en Chine. Et ce partenariat nous a permis aussi de faire des échanges d'expériences et d'expertise entre médecins sénégalais et médecins chinois, ce qui a fait qu'il y a une délégation qui a séjourné tout récemment en Chine, donc pour une durée de 3 mois, donc des médecins sénégalais étaient partis en Chine. Donc dans le cadre toujours de cette formation-là, un renforcement des capacités. Donc, ensuite aussi, il y a toujours dans le cadre de cette coopération-là, la coopération chinoise est en train de construire pour l'hôpital d'enfants de Diamniadio un centre d'imagerie médicale. Et tout ça, c'est tout bénéfique pour l'hôpital et pour la communauté qui vient se soigner ici au niveau de l'hôpital. Ce matériel est d'une très grande importance pour nous parce que nous savons que l'État appuie les hôpitaux donc dans le cadre de la prise en charge des patients. Mais ce don aussi vient renforcer donc, tout ce que l'État est en train de faire pour les hôpitaux, qui va rentrer dans le cadre de la prise en charge des enfants particulièrement. Les acteurs de la gestion du handicap et de la technologie d'assistance de la région de Kaolack
veulent, eux, améliorer la gestion du handicap, mais également l'accès aux technologies d'assistance. L'Organisation mondiale de la santé accompagne le projet avec comme objectif rendre la dignité aux personnes vivant avec un handicap. Le Dr Aloïse Wali Dioufo, membre de l'Organisation mondiale de la santé, est ici au micro de Sékou Diallo et d'Astoumaï. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé accompagne les pays à faire de réalité le droit à l'accessibilité aux technologies d'assistance. Parce que l'Organisation mondiale de la santé a une expression phare, c'est de ne laisser personne de côté. Et si nous voulons aujourd'hui que ces personnes en situation d'handicap, au-delà de la situation d'handicap moteur, que ce soit un handicap visuel, un handicap auditif, mais même du point de vue cutané, du point de vue génital, tous ces handicaps-là font que les porteurs sont souvent réduits à rester livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, nous devons travailler, l'OMS accompagne le Sénégal, appuie le pays à faire de ces acteurs-là, à faire de ces personnes-là qui aujourd'hui vivent dans le désespoir, à leur rendre leur dignité. L'OMS appuie le pays à permettre à ces personnes-là d'être des facteurs de développement. Et c'est tout le sens de cette rencontre-là et du projet qui, à travers ATESQUEL, que conduit l'OMS à travers ATESQUEL, pour permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir disposer d'outils, de béquilles, de pouvoir disposer d'appareils auditifs pour se réintégrer dans la société et pouvoir être des facteurs de développement. C'est d'ailleurs cet élément qui va faire cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous retrouve juste après cette édition pour un entretien spécial. Je reçois ce soir Pape Sall Idé, membre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, mais également secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités locales dans la commune de Rufisque. Au revoir.